Bonjour à vous, je sais que ça va. Sinon, je vous encourage à aller frire les maniocs. C'est très bon. Je vous garantis que vous aurez la paix ensuite. Aujourd'hui est un beau jour. Je suis de très bonne humeur. D'abord, je voudrais vous demander de liker cette vidéo. Comme ça, avant de commencer. Comme je l'expliquais précédemment, des vidéos aussi sensibles que celle-ci sont souvent sujets au shadow banning. Le shadow banning, comme je l'expliquais précédemment, c'est quand on ralentit la vidéo pour ne pas carrément la bloquer. Parce que voilà, il n'y a pas de raison vraiment justifiable pour la bloquer. Alors on préfère la ralentir pour que très peu de personnes ne la voient. Donc s'il vous plaît, avant de commencer, veuillez liker la vidéo. Ensuite, on pourra ensuite procéder. Je vous demanderai de temps à autre, quand c'est nécessaire. Je sais que nous pouvons en compter sur vous. Merci infiniment. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant, un sujet percutant, nécessaire. Il faut qu'on connaisse l'histoire. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour avoir des idées claires et nettes, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé. On ne peut pas juger deux personnes, être intermédiaire ou arbitre d'un problème sans comprendre l'histoire de deux parts. On y va. À Central Park, New York, Manhattan, un lieu très populaire, vous trouverez une grande statue de bronze d'un homme très célèbre connu au nom de James Marion Smith. James Marion Smith est un homme célèbre, un médecin connu et respecté, à qui on a accordé l'appellation le père de la gyné. Voilà. Déjà, il faudrait comprendre que je ne dirai pas tous les mots comme il se doit, parce qu'il y a certains mots clés qui sont naturellement voilà. Donc, je compte sur votre capacité et qualité d'Africain. Ah, je sais que les Africains font ça bien. Un Africain peut faire et tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Il faut trouver des moyens de battre le système. C'est comme ça, l'intelligence, c'est ça. Quand on nous bloque ici, nous on débloque là-bas. Enfin bref, on y va. On parlait de James Marion Smith. James Marion Smith, comme je le disais, Smith, était un médecin respecté, un médecin qui a joué un rôle important, d'après les médecins, dans le corps médical. C'est à lui qu'on a accordé le nom le père de la gyné. D'accord, c'est lui qui a créé le vagispéculum. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Hein, c'est la machine là qu'on utilise pour... Hein, quand vous les vont chez le médecin pour se faire traiter, hein, dans ces conditions-là, il y a le truc là qu'on... c'est lui qui a inventé cette histoire. Donc il est très respecté dans ce monde médical, en tout cas aux côtés de la femme. Et d'après la médecine moderne, évidemment, appartenant à l'Occident, il a joué un rôle capital à son évolution. Mais cela ne s'est pas passé sans embrouille. James Marion Smith est devenu le père de la gyné à travers des séries insupportables d'expériences et d'opérations conduites sur des esclaves noirs. Donc, quand il faisait ses recherches relatives à la femme, à l'étude de la femme, il ne se servait pas de la femme blanche. Il se servait de l'esclave noir. Donc, quand il s'agissait de couper, d'opérer, de changer, de sortir un truc, tout le bazar, ce n'est pas la femme blanche qu'il utilisait comme cobaye. Mais les femmes esclaves noires étaient celles qui passaient en série dans sa boucherie privée. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, le racisme est institutionnalisé même dans le corps médical. Les enfants noirs sont prompts à mourir pendant la naissance que les enfants blancs. Les enfants noirs ont une espérance de vie très réduite comparée à celle des enfants blancs. Les mamans noires qui donnent naissance ont une très forte probabilité de mourir après avoir accouché que les mamans blanches. Et ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, beaucoup des mamans noires enceintes préfèrent aller chercher un médecin noir qu'un médecin blanc. Et ça, c'est scientifiquement prouvé selon les registres médicaux américains aujourd'hui. La minorité américaine, donc les noirs, reçoivent une qualité médicale inférieure à celle que reçoivent les blancs. Même si ils sont tous souscrits au même service d'assurance, au même service de health care, au même service social. Aujourd'hui, beaucoup des noirs, en tout cas, ceux qui ont des enfants ont peur, préfèrent ne pas aller voir un médecin blanc, rester à la maison en attente de voir un médecin noir ou vert quelque part, que de partir, de peur de faire face à une situation beaucoup plus atroce que celle qui les emmène chez le médecin. Maintenant, on va devoir comprendre, on va puiser, on va fouiller dans le passé pour voir quelle a été l'origine de cette histoire tragique que vivent nos frères aujourd'hui aux États-Unis. Je répète,
La réalité statistique aujourd'hui est celle-ci. Les Noirs, mamans, sont prompts à mourir à l'hôpital de leurs blessures, de leurs maux, de leurs difficultés, de leur accouchement, de leur attente d'accouchement, que ne le sont les Blancs ou les femmes blanches dans les mêmes conditions, quand ils sont traités par un personnel blanc. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal américain de science qui le dit. Nous allons donc rentrer dans le passé, plonger dans l'histoire pour comprendre l'origine, la genèse de ce catastrophe sanitaire. On y va. Comme vous l'avez bien anticipé, tout a commencé pendant l'esclavage. Après les années 1619, les médecins se fiaient aux propriétaires d'esclaves pour se faire un maximum d'argent. À chaque fois qu'un propriétaire d'esclaves, un marchand d'esclaves, partait acheter des esclaves, il emmenait avec lui un médecin pour certifier l'authenticité, la bonne santé, la force, la vitalité de l'esclave qu'on achetait. C'est le médecin qui le regardait, le tournait, le touchait, faisait tout ce qu'il y avait à faire pour dire « celui-là est bon, celui-là il faut le laisser ». Et c'est le même médecin à qui on apportait les esclaves à chaque moment qu'il tombait malade. Et cela évidemment était profitable pour le médecin et aussi profitable pour le propriétaire d'esclaves sur le plan financier. Donc le médecin avait intérêt à avoir des bonnes relations avec un propriétaire ou des propriétaires d'esclaves, vice-versa, pour se faire un maximum d'argent. L'esclavage et la vente d'esclaves étaient donc profitables à beaucoup de médecins. Et malheureusement pour eux, en 1807, le Congrès américain abolit l'importation d'esclaves. On ne pouvait donc plus importer les esclaves officiellement, il fallait trouver un moyen alternatif pour continuer à en produire. Ce groupe de personnes qui géraient les esclaves ont commencé à pousser à ce que les femmes noires esclaves puissent se reproduire au maximum possible. Ils ont donc instauré un système de force, d'abus, pour reproduire des forces, ces femmes noires. Il fallait trouver un moyen de faire des enfants comme des chiens pour continuer le business d'esclavage. Comme vous le savez, on a fait appel à des gens physiquement forts, génétiquement saillants, pour reproduire de force, pour multiplier ce qu'ils appelaient leur bétail. Thomas Jefferson, le 3e président américain, qui dit dans l'un de ses discours « Je considère la femme qui accouche d'un enfant tous les 2 ans plus profitable que le plus fort des hommes dans ma ferme. » Une femme plus profitable que le plus fort des hommes dans sa famille. Une femme qui accouche d'un enfant tous les 2 ans. Comme une vache. Voilà les bases sur lesquelles a été fondé les États-Unis d'Amérique. Comme à l'époque, avoir un maximum d'esclaves était signe de richesse, les femmes qui faisaient un maximum d'enfants étaient signe de prospérité. Et les enfants esclaves étaient donc tolérés, aimés, protégés d'une certaine façon à cette époque. Et les années 1830 sont les premières où on a officiellement enregistré les expériences sur des corps des Noirs. Les expériences de la césarienne, par exemple, qu'on essayait encore de trouver comment ça fonctionne, ce sont les corps noirs qui ont subissé les conséquences et les entailles. Les premières expériences de l'ovariotomie, qui consistaient à enlever les ovaires d'une femme, ont été performées sur les corps des femmes noires. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'existait pas encore d'anesthésie. Donc tout a été fait de manière brutale, comme sur les animaux, au nom de la science, mais protégeant leurs femmes. Et en 1836, 86% des documents médicaux inventoriés enregistrant les expériences performées sur les gens, des recherches, des entailles, des chirurgies et tout le bazar, étaient performés sur des Noirs. Et de 1845 à 1849, James Marion Smith, le père de la gynécologie dont je vous ai parlé au départ, commença des expériences brutales avec une jeune esclave de 17 ans au nom de Anarcha. 45 à 49, il a performé 39 chirurgies sur cette petite fille de 17 ans, relatif à donc ouverture de découpage de 49 chirurgies sur une jeune petite de 17 ans, en bonne santé. Et malgré qu'à l'époque, il y avait déjà l'existence de l'anesthésie, qui était disponible depuis 1846, il a sciemment refusé de s'en servir pendant ses expérimentations, ses expériences. D'après lui et ses collègues et leur science avancée, les Noirs ressentent très peu de douleur et d'anxiété. Ils n'ont donc pas besoin d'anesthésie. On peut faire ça de manière très crue. On peut couper la peau, la chair, c'est pas aussi grave que ça. En 1841, on a écrit un livre scientifique officiel, s'il vous plaît, au nom de Natural History of Human Species. Un livre qui dit que les Noirs tolèrent plus facilement la douleur, la torture, la peine que le reste des humains sur Terre. On ne doit donc pas s'inquiéter sur comment ils se sentent. Un livre de science, s'il vous plaît. Pour ceux d'entre nous qui aimons beaucoup la science, on dit que la science a dit. La science a dit, d'après la science. Il faudrait aussi savoir que la science a ses objectifs
privée et personnelle. Qui écrit cette science que vous louez? Donc, comme je l'ai souligné précédemment, l'homme noir avait de la valeur, l'esclave avait de la valeur, parce qu'il pouvait reproduire, il pouvait produire de la richesse. Et malgré le fait qu'on ait aboli l'esclavage, l'importation d'esclaves, ceux qui étaient aux États-Unis pouvaient continuer à reproduire comme des bêtes les esclaves qui existaient déjà aux États-Unis. Malheureusement, au début du XXe siècle, l'esclavage n'était plus perçu de la même façon. Les esclaves étaient perçus plus comme une charge, parce qu'il y avait des activistes qui se battaient, qui voulaient mettre fin à ces pratiques atroces. Et pour beaucoup des Blancs au sud des États-Unis, qui voulaient garder leur richesse à travers les esclaves, on faisait face à un sérieux danger. Avant la Première Guerre mondiale, il y a eu flux de population, donc un grand nombre de peuples qui venaient d'ailleurs pour les États-Unis. Et cela a créé la panique générale. On ne voulait pas voir croître aux États-Unis des races différentes à la race blanche. C'est là que vit le jour le programme eugénique, différenciation de race, ou de l'exaltation de la race supérieure prétendue, la race blanche. L'objectif de ce programme était de réduire au maximum le nombre de naissances venant des handicapés et des gens de race noire. Il fallait garder à tout prix la race pure, la race blanche. Ce programme semble ancien, mais c'est un programme qui existe toujours aujourd'hui. Même le monsieur là qui a tué beaucoup de gens en Allemagne, c'est un partisan de l'idéologie de Margaret Sanger, qui pense que la race, yeux bleus, cheveux jaunes et tout le bazar, est la race la plus. En 1935, comme l'esclavage ne payait plus, n'avait quasiment plus de valeur, il fallait donc trouver un moyen pour renverser la vapeur. Et pour changer la donne, pour ne pas donner beaucoup trop de force aux Noirs, de croître, de grandir, après que les choses aient changé, on a commencé un programme de stérilisation forcée. Tu pars à l'hôpital, maux de tête, on t'injecte un truc, maux de tête parti, finalement tu te retrouves incapable de reproduire dans une condition pire que celle que tu avais initialement. C'est ça le monde dans lequel on vit. Beaucoup sont partis à l'hôpital pour se faire traiter pour autre chose. Et en sont sortis avec autre chose. Pire que ce qu'ils avaient dans le passé. Au nom de la science, au nom de l'amour, au nom de ce que vous connaissez. Fanny Lou Hang, une activiste afro-descendante, était partie à l'hôpital pour se faire traiter d'une tumeur bénigne, pour se faire retirer une tumeur en chirurgie. Mais après la chirurgie, elle a été stérilisée par hystérectomie, sans son consentement. Ce ne sera que des années plus tard qu'elle découvrira qu'elle est stérile et que ça a été effectué sciemment contre elle. Les études ont prouvé que 150 000 femmes étaient découvertes abusées par stérilisation forcée sans le savoir. Et sur 150 000 femmes, 87% des femmes étaient noires aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un d'intelligent disait, si vous voulez connaître ce que quelqu'un fera dans le futur, n'allez pas loin. Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Je ne suis pas dans l'émotion. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Un renard ne peut pas devenir un cochon, ou un cochon devenir un singe. Le singe ne peut pas devenir un chat. Le singe peut grossir ou perdre du poids, mais jamais il ne deviendra chat. Nous vivons des situations que vous connaissez, et vous pensez que soudain quelqu'un va venir de là, venir chez toi, pour essayer de te faire du bien par rapport à ça. Ah, je t'aime tellement, ok, tu vois, je veux ton bien, désormais je veux faire ça pour que tu sois bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quelles ont été les mesures dans le passé? Dans le passé, on a offert de l'argent aux gens pour se faire soigner. Mais en réalité, se faire soigner était une façon de transférer autre chose. Qui connaît l'histoire de Tuskegee? J'en ai déjà parlé dans le passé. On a payé de l'argent. Venez, on va vous payer aussi pour ça. En 1990, la FDA a accepté un médicament au nom de Northplant. Northplant contraceptif. Pour les mamans qui gagnent de l'argent du gouvernement, comme les Noirs qui font des bébés sans papa, on leur donne du Northplant pour éviter de faire des bébés. Mais Northplant ne faisait pas seulement à empêcher de faire des bébés. Northplant a créé des dégâts inchangeables, insurmontables, aujourd'hui dans les sociétés noires américaines. Ça ne serait qu'après beaucoup d'années qu'on reconnaîtra ces choses. Mais malheureusement, il y a une puissance d'autodéfense qui est faite avec ces entreprises. On ne peut malheureusement pas les emmener en justice pour les dégâts causés par Northplant. Et pendant ce moment, donc en 90, un candidat républicain, sénateur, au nom de David Dyke, a vanté les bienfaits de Northplant. Il dit on va disponibiliser de l'argent pour toutes ces mamans qui reçoivent de l'argent de social, mais moyennant qu'elles acceptent de prendre du Northplant. C'est après qu'on découvrira que David Dyke était en effet un grand master, grand wizard du KKK. Comment est-ce qu'un grand wizard, ça veut dire un grand sorcier du KKK, voudrait votre bien en vous donnant des médicaments? Et après, on dit que c'est un fruit du hasard. Sortons les sentiments, mes frères. La vie n'est pas une brocante. Et toutes les femmes-là qui aiment l'aide sociale, vous quittez chez vous pour vous gagner l'aide. Vous pensez regardez, il n'y a rien pour rien dans la vie. Il faut se battre. Il faut sortir de cet esclavage mental.
Vaut mieux aller faire les champs que recevoir l'aide sociale. En tout cas, à moins que vous ne soyez vraiment dans des conditions vraiment compliquées, je sais pas moi, aveugles ou handicapés. Mais ceux qui vivent derrière ces choses, pensant qu'ils sont en train de profiter du gouvernement, c'est une honte. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien de gratuit sur Terre. En tout cas, pas dans le monde capitaliste. Merci encore infiniment. Je pense qu'il était important de toucher cette page importante de l'histoire. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre l'histoire. Dans le temps, l'homme noir avait de l'importance. Le bébé noir avait de l'importance. Voilà pourquoi on le gardait, on le protégeait. Voilà pourquoi on voulait que la maman fasse un maximum d'enfants. Mais après les années 35, ça n'avait plus la même valeur. C'était devenu une concurrence. On n'en a plus besoin. On veut une puissance supérieure. Et je ne suis pas en train de dire que tous les blancs sont racistes. C'est faux, je ne dis pas ça. Absolument pas. Parce qu'il y a des blancs qui ont lutté pour la cause des noirs. Mais penser que tous les blancs ne sont pas racistes est aussi stupide que penser que tous les blancs sont racistes. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous voir encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Moukassa, le guerrier noir. Votre frère. Ce n'est pas la grande forme aujourd'hui. Depuis 48 heures, j'ai une combinaison de grippe et de malaria. Pas génial du tout, comme vous l'imaginez. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Vous savez, en ce moment-ci, vous partez à l'hôpital et voilà, on vous déclare. Vous savez de quoi on parle. Nous vivons malheureusement dans une société complètement corrompue. Le système médical est corrompu jusqu'à la moelle épinière où, voilà, pour gagner son bol de riz ou un peu d'argent, comprenez ce que je veux dire par là. C'est bien triste. Pour un travail aussi noble. Des travailleurs corrompus. Mais ça va aller, on regarde la positivité. Maintenant ça va. Ça va mieux. Bonjour à tous, Zach Moukassa, fondateur de Moukassa. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui nous concerne tous. Et j'espère que chacun de nous pourra en tirer quelque chose de très intéressant. Vous savez, dans la vie, vos capacités intellectuelles ne peuvent vous aider que jusqu'à un certain point. Vos compétences, vos diplômes ne peuvent que vous ouvrir la porte aux opportunités. Mais ce que vous avez comme capacité sociale, votre intelligence sociale, vous sépare de tout le monde. Je répète, vos capacités intellectuelles, vos compétences, vos qualifications vous ouvrent généralement la porte aux opportunités. Mais vos compétences sociales, vos capacités sociales, votre intelligence sociale vous sépare de la moyenne. Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour exceller. Je pense que vous le savez. Voilà pourquoi vous verrez dans des entreprises, il y a des gens qui ne sont pas aussi diplômés qui sont chefs ou propriétaires. Mais des gens très diplômés ou très qualifiés sont simplement travailleurs. On ne sélectionne pas nécessairement le plus diplômé. En tout cas, on n'accorde pas nécessairement les avantages, les ressources, les possibilités aux gens les plus qualifiés. On accorde par contre ces opportunités aux gens qui font du bien sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, il faut savoir jouer son jeu. La vie est un jeu d'échecs. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas. La vie est un jeu. Je pense que vous le savez. La vie n'est pas juste, la vie est un jeu. Il faut savoir comment jouer à ce jeu. Vous voulez être séparé du reste de personnes avec qui vous travaillez. Vous voulez être remarqué ou considéré à votre boulot ou par votre patron. Voilà quelques éléments que vous pouvez peut-être appliquer dans votre vie, qui peuvent marcher pour vous. On va essayer de les voir. La première chose est celle-ci. Rendez-vous plus important ou plus intéressant que la moyenne. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on vous a engagé ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous travaillez. On vous a peut-être engagé à faire un boulot bien précis. Mais votre présence, qu'apporte votre présence au-delà de vos compétences? Qu'est-ce que vous apportez à la société? À votre environnement, à vos collègues de travail, à part vos compétences pour lesquelles vous avez été engagé. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il ne suffit pas de faire seulement ce pour quoi on a été engagé. Il faut faire au-delà de ça si vous voulez être considéré, placé au-delà de tout le monde. À part le fait que vous soyez à même de faire votre boulot, qu'est-ce que vous apportez de plus? Écoutez, quand on vous accorde une opportunité de vie, vous faites plus que ce qui est requis. Vous faites plus que ce qui a été écrit au contrat. Vous faites plus que ce qui vous a été demandé initialement. Pour pas seulement vous faire remarquer, mais pour vous distinguer. La vie est un jeu, il faut savoir jouer à ces jeux. On vous donne un boulot, une tâche, et on vous demande de faire la tâche en une journée. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous assurez de faire cette tâche en moins d'une journée. Voilà comment on se sépare de la moyenne.
On vous accorde une opportunité. On vous demande de faire par exemple 5 travaux. Au lieu d'en faire 5, vous en faites 7 et vous présentez vos travaux. Voilà comment on se distingue. Le secret est de ne pas faire ce pour lequel on vous a engagé. Le secret est de faire au-delà de ce pour lequel on vous avait été engagé. Voilà comment on se sépare. Il faut devenir un travailleur aussi important que vous devenez indispensable à votre boulot. Vous donnez tellement de vous-même, tellement de vos compétences, tellement de vos capacités, tellement de vous-même, de votre présence, que votre présence devient indispensable à l'entreprise. Voilà comment vous pouvez avoir cette capacité de négociation ou du respect de vos supérieurs. Il est très facile de virer n'importe qui, mais il est très difficile de virer une personne qui se distingue dans un boulot. C'est compliqué. Donnez de vous-même au point où vous devenez indispensable à l'entreprise ou à l'organisation. Voilà comment vous vous distinguez de tout le monde. Votre talent vous ouvre la porte. Vos capacités vous donnent l'élément nécessaire pour rentrer. Mais vos compétences sociales vous placent au-delà de la moyenne. Encore une fois, vous allez dans une entreprise, qu'est-ce que vous apportez de plus ? Êtes-vous celui qui est toujours là pour les combrages ? Vous discutez sur le secrétaire, sur le directeur, vous avez un mot à dire sur tout le monde, faites très attention. Ou être une personne décrite de manière négative par tout le monde. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que les gens se sentent autour de moi, au-delà de mon boulot, au-delà de mes responsabilités. Comment est-ce que mes supérieurs me perçoivent ? Pas seulement les supérieurs. Comment est-ce que mes collègues me perçoivent ? Suis-je celui vers lequel on peut facilement aller dire voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, qu'est-ce que toi tu en penses ? J'ai une fois travaillé avec un chauffeur, un conducteur d'automobile dans un pays en Afrique de l'Est. Ce jeune homme était tellement brave, très jeune, 24 ans je crois, 24 ou 25 ans, mais tellement brave qu'il avait un peu de connaissances sur tout. Donc tout ce qu'on désirait, tout ce qu'on voulait, il savait comment il fallait faire pour l'obtenir. On a besoin de tels documents, il savait qui il fallait appeler, il avait les numéros de téléphone de la personne qu'il fallait contacter. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un tel ou tel élément, il savait où est-ce qu'il fallait aller pour le faire. Même un pneu d'avion, il était capable d'en trouver. Donc, au-delà de ses capacités de chauffeur de voiture, c'était une personne sur qui on pouvait faire confiance. Il ne s'est pas limité seulement à la capacité de nous conduire de la location A à la location B, mais c'était une personne qui pouvait nous dire, nous suggérer des options, nous présenter des gens intéressants dans le but de résoudre les problèmes qu'on avait. C'est toujours dans ce cadre-là. Finalement, quand il eut besoin d'acheter une voiture à lui-même, il m'en a parlé, tellement que j'ai perçu le courage qu'il animait, je lui ai facilité la tâche sur comment acquérir une voiture personnelle pour lui. Ce n'était pas parce qu'il était excellent conducteur, c'est parce qu'il était excellent à avoir autour de soi. C'est une personne qui présentait des solutions au lieu des problèmes. Êtes-vous le genre de personne qui présente des solutions dans votre environnement, ou vous êtes toujours là pour vous plaindre? Êtes-vous la personne qui apporte la positivité autour de vous, ou vous êtes toujours là pour vous plaindre et vous n'apportez jamais de solutions? Il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications, il faut avoir la bonne attitude. Ça s'apprend. Les gens peuvent vous aimer dans votre bureau, non pas pour vos compétences, mais pour votre serviabilité. Les gens peuvent beaucoup vous aimer, non pas pour votre capacité de faire votre travail, mais pour votre empathie. Êtes-vous le genre de personne dont on sent l'absence quand vous n'êtes pas là, dans votre bureau? Et là, je parle d'absence dans la positivité, parce qu'il y a des gens, quand vous n'êtes pas au bureau, c'est la paix. Tout le monde est à l'aise. On sent que vous n'êtes pas là. Mais on parle de vide dans le sens émotionnel. Quand Patrick n'est pas là, ou quand Julienne n'est pas là, on sent qu'il y a un vide dans le bureau. On sent qu'il y a des ondes positives qui manquent. Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous ne représentez pas autant que vous le souhaiteriez. Soyez le genre de personne, peu importe votre travail, que vous soyez pasteur, que vous soyez coiffeur, que vous soyez entrepreneur, soyez le genre de personne qui, quand vous êtes absent de votre boulot, tout le monde sent que vous n'êtes pas là. Votre serviabilité, votre amabilité, votre constance, votre travail, votre engouement dans le travail. Ne donnez pas seulement ce que vous avez. Donnez au-delà de ce que vous avez. Au-delà de ceux pour lesquels on vous a engagé. C'est la seule façon de se distinguer de tout le monde. Dans la vie, comme je l'ai dit précédemment, il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications. Il ne suffit pas d'être apte à coiffer. Il faut être un bon coiffeur et une bonne personne sociale. Une personne qui sache parler à la clientèle. Quand le client vient vers vous, il sent qu'il est quelque part dans un monde où il peut se sentir bien dans sa peau. Les gens ne vont pas seulement voir le coiffeur parce qu'il est excellent coiffeur. C'est faux. Je pense que les dames peuvent le dire. La plupart des gens préfèrent un coiffeur ou une coiffeuse avec laquelle on peut discuter. Il faut développer ses capacités. Dans un environnement de travail ou de développement, en tout cas dans un environnement où on se fait de l'argent, il faut savoir se faire aimer, se faire apprécier. Et pour ça, il y a des questions par exemple qu'on ne pose pas. Quand vous faites face à certaines personnes, ce n'est pas n'importe qui qu'on pose n'importe quel genre de questions. Quelquefois ça pourrait paraître impoli, quelquefois ça pourrait paraître gênant. Comme tu as quel âge? Ce n'est pas n'importe qui qu'on demande tu as quel âge. Combien est-ce que tu gagnes? Ce n'est pas n'importe qui qu'on dit ça. Ça pourrait paraître anodin, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui qu'on pose des questions personnelles sur sa famille, sur son époux ou son épouse, sur ses parents. Il faut savoir comment
identifier les gens et aussi peser votre relation. C'est à quel niveau qu'il faut poser ce genre de questions. Le plus important, ce n'est pas avoir les qualifications. Le plus important, c'est être respecté et apprécié pour évoluer dans la vie. Malheureusement, si vous n'êtes pas respecté, vous n'aurez pas d'opportunité. Si vous n'êtes pas apprécié, les portes ne seront pas ouvertes pour vous, malgré vos qualifications. Voilà pourquoi les gens les plus qualifiés, respectés et appréciés, n'ont pas d'emploi. Pendant que les gens moins qualifiés sont en train de fleurir, mais des gens capables de s'assumer sur le plan social. Il y a des gens que je connais dans le gouvernement d'un pays africain qui ne sont clairement pas qualifiés, mais des gens qui ont su comment flatter l'ego de beaucoup de gens. Ils ont su comment se comporter. On pourrait dire n'importe quoi sur eux, mais ça a marché. Je ne vous dis pas de lécher les pieds de tout le monde. Je dis qu'il faut savoir s'assumer, savoir jouer à ce jeu d'échecs qu'est la vie. Il faut savoir donner de soi. Faites un travail au-delà de ce pour lequel on vous a engagé. Soyez une personne qui devient indispensable à votre entreprise ou indispensable à votre patron. Vous n'êtes pas seulement un chauffeur, mais vous êtes quelqu'un vers qui il peut se tourner pour avoir des opinions positives. Vous n'êtes pas seulement son employé, mais vous êtes une personne qui a une connaissance, en tout cas générale, sur beaucoup de choses. Vous n'êtes pas seulement son employé, mais vous êtes une personne qui apporte la positivité. Il y a très longtemps, quand je traversais des moments très difficiles dans la vie, dans un pays étranger, je travaillais dans un parking où on gardait les voitures des riches, entre parenthèses. Pendant qu'ils partaient manger dans un restaurant, ils parquaient leur voiture et on disait bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais garder votre voiture. Pendant que vous passez du bon temps, je serai là à surveiller votre voiture. Et en espérant qu'à son retour, il nous donne un peu d'argent. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je l'ai fait pendant un temps. Et ma particularité était celle-ci. À chaque fois qu'une personne venait, je lui faisais un compliment. Bonjour. Ah, vous êtes très bien habillé. Oh, merci. Bonjour. Oh, très beau couple. On n'est pas vraiment un couple, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était en train de draguer la fille. Et quand moi je dis très beau couple, c'est un peu comme si je mettais des points pour le monsieur. Et ils appréciaient cela. C'est comme ça que j'ai eu une ouverture de porte. Et un jour, on me dira, mais jeune homme, tu parles très bien, mais apparemment, tu ne devrais pas être ici. Comment tu t'appelles? Je dis, non, je m'appelle Zach. Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Et c'est cette personne qui m'a sorti du parking où je travaillais comme gardien de voiture pour m'emmener travailler dans un autre endroit. Comment se sentent vos collègues autour de vous? Posez-vous la question. Se sentent-ils en danger autour de vous parce que vous paraissez trop grand, trop fort, trop sûr de vous? Ou bien ils se sentent à l'aise autour de vous? Votre patron se sent-il bien dans sa peau quand vous êtes là? A-t-il facilité à vous poser une question? Sans négativité. Si ce n'est pas le cas, il faut vous poser des questions. Les humains sont différents. Il faut savoir s'ajuster aux gens. Il ne faut pas nécessairement vouloir à ce que le monde s'ajuste à vous. Quelquefois, il faut vous ajuster à ce qui vous entoure pour progresser.